Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette session de Au-delà des mots. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce format, qui est un format court, ouvert à tous, qu'on consacre au partage des grands enjeux d'une thématique qui nous semble liée au renouvellement urbain ou qu'il nous semble importante de lier à celle du renouvellement urbain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a intégré notre offre de formation cette année, celui de la transition écologique. Nous allons passer le renouvellement urbain au prisme des enjeux de transition écologique avec Paul-Antoine Lécuyer, qui est consultant en urbanisme durable chez Indigo et qui a eu l'occasion donc cette année d'animer à plusieurs reprises ce module de formation. Je me contente d'un petit rappel sur le format et les modalités pratiques de cet échange. Il s'agit de 3 quarts d'heure d'exposé de Paul-Antoine sur le sujet, qui sera suivi d'1 quart d'heure de questions-réponses avec vous, sachant que ces questions, on vous invite à les poser par écrit dans le chat, dans la mesure où le nombre de participants ne nous permet pas de donner la parole effectivement à tout le monde. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation à nous envoyer vos questions, je les reformulerai, je les partagerai avec Paul-Antoine à la fin de son intervention. Cela étant dit, et on l'a repartagé avec l'intervenant de ce jour, si au fil de la présentation, il y a des notions, des acronymes, des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne rapidement, n'hésitez pas également à réagir dans le chat et on partagera ça ensemble. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Et Paul-Antoine, je te laisse la parole. Merci pour l'invitation. Donc, Paul-Antoine Lécuyer, bureau d'études Indigo, je suis consultant en urbanisme durable. Et donc, je souhaitais commencer cette présentation par un petit rappel peut-être des enjeux de transition écologique qui plaident en faveur d'un lien très fort entre une stratégie de transition écologique et un projet urbain. Tu disais à l'instant, du coup, Céline, que voilà, de plus en plus, on souhaite lier les questions environnementales et les problématiques de programmation et de conception urbaine. Il y a un certain nombre d'enjeux, pour certains assez vertigineux, qui nous amènent à penser qu'aujourd'hui, une démarche de transition écologique, elle est incontournable, elle est peut-être centrale dans un projet de renouvellement urbain. Alors, je ne vais pas passer peut-être 1 heure à présenter ces enjeux. Ils mériteraient qu'on y passe un petit peu de temps. Mais rappeler peut-être en quelques mots que parmi ces enjeux, la question du changement climatique, par exemple, est un gros morceau et que à lui seul, peut-être, il impliquerait qu'on travaille de manière structurante une stratégie de transition écologique sur un projet de renouvellement urbain. Là, vous avez à l'écran un petit schéma qui rappelle les évolutions possibles. C'est un schéma qui est issu des scénarios du GIEC. Vous les voyez à droite, là, entre 2050 et 2100. On a plusieurs scénarios d'évolution du climat qui s'offrent à nous. On parle de manière, alors je vais essayer de pas trop utiliser d'acronymes, mais on parle de scénario RCP 8.5, par exemple, c'est celui qui est tout en bas, qui nous amène en 2100 à plus 5, peut-être plus 6 degrés en termes de réchauffement climatique. C'est des scénarios possibles, pas encore tout à fait probables, mais possibles. Sachez par exemple que cette année, on va atteindre un nouveau record en matière de réchauffement climatique. On est déjà à 1,5 degré cette année, qui était il y a encore peu de temps un objectif souhaité dans les accords de Paris en 2015. Euh, Essayer de rester en dessous de 1,5 degré en 2100. Donc pourquoi est-ce qu'on présente ça en introduction? C'est aussi pour rappeler que plus 5, plus 6 degrés, même peut-être plus probablement, alors plus 4 degrés peut-être en France métropolitaine, c'est un scénario d'évolution qu'on ne sait pas bien décrire quand même en 2100. Est-ce qu'on ne sait pas bien décrire non plus tout à fait, mais on a une petite idée, c'est la manière dont nos bâtiments et nos espaces publics vont réagir, est-ce qu'ils seront vulnérables, est-ce qu'ils seront résilients par rapport à ces évolutions climatiques.
On peut penser que quand on travaille aujourd'hui sur un projet de renouvellement urbain qui engage de l'argent et puis qui engage des aménagements pour les années à venir, il est indispensable de prendre en compte ces évolutions et de projeter un scénario climatique à l'horizon 2050, peut-être 2100. Deuxième enjeu, peut-être à rappeler pour expliquer pourquoi les enjeux de transition écologique sont importants dans un projet de renouvellement urbain. On est aujourd'hui devant la première grande vague d'extinction de l'histoire de l'humanité en matière de biodiversité. Cette extinction, elle est très rapide et les facteurs de cette de ce déclin de la biodiversité, ils sont connus, hein, et donc la destruction, la fragmentation des habitats naturels, les pollutions, le changement climatique, on vient d'en parler, les espèces envahissantes. Tout ça, c'est des éléments qui sont liés directement à la manière dont on aménage, à la manière dont on construit. Et donc, là aussi, on est sur un enjeu qui est suffisamment fort, suffisamment structurant peut-être, pour que la biodiversité devienne un sujet vraiment central dans les projets de renouvellement urbain. Et donc, on a l'habitude de traiter la biodiversité un peu comme un élément à côté des projets. Vous avez peut-être en tête, du coup, les démarches éviter, réduire, compenser, qui permettent, voilà, à minima, de mettre ce sujet de la biodiversité comme un des sujets parmi d'autres dans un projet urbain, dans un projet de renouvellement urbain. Mais derrière ça, il y a peut-être l'idée, si on veut être à la hauteur des enjeux, d'en faire un sujet vraiment transversal et systémique, et de changer peut-être tout simplement notre rapport à la nature. Alors j'aurais pu prendre beaucoup d'enjeux hein, comme ça, du coup, de défis de société qui nous attendent et qui sont assez vertigineux. J'aurais pu prendre la question de la ressource en eau, par exemple. Là, ici, l'idée, c'était plutôt d'illustrer, par exemple, hein, les consommations de ressources, de matières. Sur tous ces sujets-là, globalement, le message que je voulais faire passer un petit peu en introduction, c'était de considérer que on peut pas faire un petit peu mieux que ce qu'on a pu faire ces derniers temps pour répondre à ces enjeux. Il faut certainement réfléchir de manière plus forte, plus systémique à l'ensemble de ces enjeux pour avoir une chance d'y répondre sérieusement. Et alors voilà, une fois qu'on a posé ce panorama, l'idée c'est pas de déprimer tout le monde là un mardi midi avant les fêtes, mais il y a derrière les projets de renouvellement urbain à la fois des potentiels et certaines contraintes qui sont spécifiques aux projets dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors, peut-être on peut commencer à faire le lien du coup avec les quartiers prioritaires. Euh, Par rapport à d'autres projets urbains, il y a souvent, alors c'est difficile hein, sur les 450 quartiers prioritaires de faire des généralités. Il y a des contextes urbains qui sont assez différents. Il y a des contextes territoriaux qui sont très différents. Mais sur ces 450 quartiers prioritaires, il y a quand même quelques tendances générales. On a une fragilité certainement renforcée par rapport aux enjeux que je viens d'évoquer, qui est liée à un taux de pauvreté qui est plus fort, qui est jusqu'à 3 fois plus élevé hein, que la moyenne métropolitaine, à une surexposition en général quand même hein, aux nuisances environnementales qui est plus forte que dans d'autres contextes urbains. Donc en moyenne, les quartiers prioritaires sont aussi plus exposés en matière de nuisances acoustiques par exemple, en matière de qualité de l'air. Et puis voilà, parmi les autres aspects un peu marquants dans les quartiers prioritaires, on a un accès à l'offre de soins aussi qui est plus faible. Donc tout ça pour dire que voilà, globalement, euh, sur la question du réchauffement climatique, comme sur d'autres questions, d'autres problématiques, d'autres défis de société que je viens d'évoquer, euh, les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, sont a priori plus vulnérables. Et donc les habitants aussi. C'est surtout ça qu'on a envie d'évoquer. Les habitants aussi. Euh, donc on a un certain nombre de contraintes, c'est sûr. On a aussi des spécificités propres au renouvellement urbain, puisqu'on fait avec l'existant.
Et ça, d'un point de vue stratégie de transition écologique, c'est très différent d'un projet urbain où on va être sur une friche urbaine, par exemple, on va transformer un site industriel et où les habitants seront uniquement des riverains. Ce sera aussi très différent d'un projet en extension urbaine, par exemple. Et donc, faire avec l'existant, c'est faire avec les habitants, déjà, en premier lieu, c'est faire aussi avec des bâtiments et des espaces dont on hérite. Et derrière ça, ça veut dire que on a voilà, des stratégies qui vont être propres au projet de renouvellement urbain. Et puis, derrière l'aspect projet de renouvellement urbain, il y a aussi le programme national de renouvellement urbain. Et donc là aussi, c'est une spécificité, puisque du coup, en termes de volume de projet, on a des choses qui sont exceptionnelles et qui partagent des subventions, des enjeux, euh, voilà, propres à tous ces 450 quartiers prioritaires. Donc on a plus de 100 000 logements, par exemple, qui vont être démolis. Alors, le vocabulaire, ce serait peut-être plutôt déconstruit, si on voulait déjà être tout de suite dans le vocabulaire d'une stratégie de transition écologique. Mais on a bien 100 000 logements qui, a priori, vont connaître une démolition, au mieux une déconstruction sélective. On a quand même aussi 250 000 logements qui vont être réhabilités, qui vont être construits. Donc ce volume-là, il représente à la fois un enjeu avec tout ce que partagent les projets NPNRU et il présente aussi, en termes de volume, un potentiel, en termes de filière, en termes d'innovation, puisque derrière, on a la possibilité, à cette échelle-là, de porter un certain nombre de choses qui sont pilotées en grande partie par l'ANRU. Donc on a beaucoup de sujets comme ça autour de la transition écologique qui vont être assez spécifiques au projet de renouvellement urbain et certains sujets comme la mobilité qui sont assez difficiles à porter d'un point de vue transition écologique. On parlait réhabilitation, par exemple, à l'instant, c'est des sujets relativement faciles en termes, c'est très technique, mais en termes d'appréhension des enjeux et de stratégie de transition écologique, on va dire que les choses sont assez claires. D'un point de vue mobilité, par exemple, si on veut défendre dans une stratégie de transition écologique une stratégie d'éco-mobilité, on va faire face à un sujet un peu complexe, puisque d'une certaine manière, les parts modales dans les projets, dans les quartiers prioritaires, sont des parts modales qui sont plus vertueuses d'une certaine manière que dans les quartiers dits hors QPV, dits normaux, peut-être. Euh, pour autant, ces parts modales, elles sont aussi contraintes. C'est pour ça qu'on observe, par exemple, que la marche à pied, c'est une part modale qui est 2 fois plus importante en moyenne euh, en QPV que hors QPV. Mais pour autant, elle est principalement contrainte par des contraintes socio-économiques. À l'inverse, on voit que la part modale du vélo, elle est inférieure dans les QPV. Et on aimerait pouvoir la développer, mais là aussi, il y a des spécificités dans les projets NPNRU. Euh, voilà, donc je vous renvoie à la publication qui va arriver bientôt, publiée par l'ANRU, d'un carnet dédié à la mobilité, qui permettra voilà, de développer bien plus en détail ces éléments-là. Mais voilà, en tout cas, le message que je voulais faire passer, c'est que d'un point de vue d'une stratégie de transition écologique appliquée à un projet de renouvellement urbain, euh, on est devant un sujet un peu complexe, à la fois en termes de potentiel, d'enjeux et de contraintes. Et finalement assez spécifique à des projets de renouvellement urbain, mais aussi spécifique à chacun des projets de renouvellement urbain. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des enjeux, il y a plusieurs façons de développer une stratégie de transition écologique. Une des façons un peu standards, c'est de prendre les sujets après les uns à côté des autres, les uns après les autres. On prend le sujet énergie, on prend le sujet mobilité que je viens d'évoquer, et puis on essaye de se donner des objectifs, des orientations, on essaye d'influer sur les choix, les arbitrages du projet en traitant ces questions-là d'une manière un peu thématique. En faisant un travail de ce type-là, on va certainement pouvoir améliorer le projet, porter une stratégie environnementale, mais elle sera peut-être pas tout à fait à la hauteur des enjeux qu'on vient d'évoquer. Et donc pour ça, euh, depuis pas mal d'années, il y a des approches dites systémiques qui se développent avec comme idée de créer une cohérence globale entre les différents sujets que j'ai pu commencer à évoquer. Et donc faire en sorte que
le sujet du développement ou de la préservation de la biodiversité ne soit pas déconnecté d'un sujet de gestion de l'eau, par exemple, ou d'un sujet de gestion des déchets, ou d'un sujet de résilience bioclimatique ou d'énergie. Euh, pour ça, on a un certain nombre maintenant de méthodes qui s'appuient sur des entrées systémiques. Euh, je- Vous avez à l'écran quelques exemples, là aussi, de publications de l'ANRU qui permettent d'aller plus loin. Voilà, j'aurais pas forcément trop le temps aujourd'hui de développer ça, mais de bien rentrer dans ces approches systémiques. Parmi les approches dans les projets de renouvellement urbain qui fonctionnent bien, il y a la question de la santé, qui est une approche suffisamment transversale et systémique pour aborder beaucoup de sujets qui permettent de questionner les choix de programmation et de conception urbaine. Pour ça, il y a des méthodes qui ont été développées qui permettent à chaque phase d'un projet de renouvellement urbain de voir comment la question de santé, prise de manière globale, de manière systémique, apporte des éléments de stratégie, d'objectifs sur une ambition de transition écologique. Un autre aspect peut-être qui fonctionne bien et qui est assez puissant, assez pertinent comme approche systémique dans les projets de renouvellement urbain, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est l'idée de faire en sorte qu'on arrête avec la consommation de ressources, puis le gaspillage de ces ressources, et qu'on fasse en sorte de valoriser au mieux plus de sobriété, plus de réemploi, plus de mutualisation, et plus de circuits courts aussi, par exemple. Et donc, en soi, puisque du coup, dans un projet de renouvellement urbain, on hérite de l'existant, on a un patrimoine, un stock de flux, de matière, d'énergie qui est déjà présent. Et les approches systémiques autour de l'économie circulaire fonctionnent assez bien aussi avec les projets de renouvellement urbain. Donc tout ça pour dire que dans une stratégie qu'on veut pertinente et garantie un petit peu dans le temps de transition écologique, on a besoin d'avoir un langage commun, un fil conducteur et une approche suffisamment cohérente en elle-même pour pouvoir lier les sujets entre eux. Et donc voilà, c'est l'objet de ces approches systémiques et c'est un incontournable en fait des approches ambitieuses de transition écologique. Sinon, on ne fait que lister des objectifs et on n'est pas sûr que entre eux, ils répondent à un objectif plus global. Parmi les approches systémiques qui ont été défendues récemment par l'Agence nationale du renouvellement urbain, voilà, parmi les personnes qui nous écoutent, qui portent peut-être des projets de renouvellement urbain, vous avez forcément entendu parler de l'approche quartier résilient qui est arrivée depuis 2023, qui est devenue un petit peu un incontournable. Donc là aussi, on a une approche systémique centrée autour de la résilience, qui est une bonne entrée systémique qui permet de travailler sur la formalisation, on va dire, d'une stratégie de transition écologique dans les projets de renouvellement urbain. Cette démarche quartier résilient, elle arrive peut-être un petit peu tard dans le NPNRU, dans le nouveau programme de renouvellement urbain qui date de 2014. Pour autant, elle est assez claire, elle fonctionne assez bien. On a derrière voilà, des éléments de méthode qui ont été proposés aussi par l'ANRU, derrière cette idée de quartier résilient. On voit que les questions que j'évoquais à l'instant d'économie circulaire, par exemple, de santé, sont aussi présentes dans cette approche systémique de quartier résilient. Et puis, euh, on y introduit une méthode complémentaire, on va dire, qui est portée, qui a été développée par le CEREMA, et qui, en soi, est très intéressante, là aussi, pour euh, traduire de manière concrète, en termes de stratégie, ce que doit être voilà, une ambition de transition écologique. Et donc, ça n'est pas que les objectifs, des niveaux de performance, des labels, des certifications. La boussole de la résilience du CEREMA, elle nous invite aussi à faire en sorte qu'une stratégie environnementale, elle permette d'être apprenante, faire en sorte que les acteurs qui participent à cette stratégie, que ce soit des entreprises de construction, des architectes, des maîtrises d'œuvre, que ce soit les habitants, que ce soit les élus, que tout le monde apprenne de cette expérience. Et alors, je vais pas tous les lister, c'est pareil, on pourrait y passer un petit peu de temps, mais il y a l'idée que derrière une stratégie environnementale, on profite de ce temps-là pour finalement réinterroger des pratiques. Et pas uniquement, du coup, un résultat final, mais aussi des pratiques
au niveau de l'aménagement. Et donc voilà, ça c'est aussi un message et un élément important pour être développé longuement, mais derrière une stratégie environnementale ambitieuse, il y a nécessairement l'idée qu'il faut changer les pratiques de l'aménagement et de la construction. Là, ici, vous avez quelques exemples avec des mots-clés un petit peu, des éléments qui peuvent permettre de réinterroger ces pratiques. Voilà. Et puis, euh, derrière ces approches systémiques, on va retrouver finalement des stratégies qui vont souvent être un petit peu les mêmes. Alors ici, vous avez quelques exemples de stratégies, on va dire, incontournables. Et en premier lieu, il faut rappeler que dans toute ambition environnementale, il doit y avoir a priori une stratégie de sobriété. Stratégie de sobriété, c'est est-ce que sur tous les sujets, à tout moment du projet, on, on doit interroger le besoin. Et si ce besoin consomme des matières, des ressources, de l'énergie, est-ce que ce besoin est adapté à la finalité et à l'ambition du projet? Donc ça, c'est peut-être la première stratégie qui arrive en chapeau, quelle que soit l'entrée systémique qu'on a pu prendre. Souvent, la question de la sobriété arrive comme un des principaux leviers. Et encore une fois, quelle que soit l'étape du projet et quels que soient les sujets, on peut systématiquement arriver avec une entrée sobriété qui permet déjà de hiérarchiser un petit peu les choses. Et puis ensuite, on a des leviers complémentaires. Alors, ici, c'est vraiment une grille un peu pense-bête, hein. Du coup, c'est pas complet, mais il y a des stratégies systématiques autour de l'aspect plutôt circuit court, économie locale, autour de l'aspect économie circulaire, recyclage, réutilisation, réemploi, euh, l'aspect évidemment mutualisation, passer d'une économie, on va dire, la propriété individuelle à une économie de la fonctionnalité et de la coopération aussi, c'est important. Et puis, des éléments incontournables, et notamment dans les projets de renouvellement urbain, qui vont être de favoriser le capital social. On fait avec les acteurs du territoire, on fait avec les habitants. Et donc, c'est l'intégration, l'appropriation par les acteurs du territoire, et en premier lieu par les habitants, qui fera demain l'ambition réelle en matière de transformation ou de, voilà, au moins d'évolution de nos modes de vie. Donc, quelle est l'appropriation par les acteurs du quartier de cette ambition environnementale? Sinon, elle ne sera pas à la hauteur des enjeux qu'on a évoqués en introduction. Et puis, on l'a évoqué aussi un petit peu, certainement un rapport un peu différent au vivant, à la biodiversité, euh, pour répondre aux enjeux de déclin de la biodiversité. Voilà, quand on dit ça, il y a certainement beaucoup d'autres sujets hein, qui sont pas listés ici et qui ne sont pas forcément secondaires, hein. On peut penser au sujet d'inclusion, on peut penser au sujet d'égalité des genres. Il y a beaucoup d'autres sujets qui peuvent être liés à ces démarches de transition environnementale, mais ici, il y a peut-être quelques, présentés de manière très très schématique, quelques voilà, stratégies qui permettent de cadrer un peu les choses. Et donc, toujours pour développer un peu le panorama, l'environnement de ce qu'est une stratégie environnementale dans un projet urbain et en particulier dans un projet de renouvellement urbain, on a, j'ai commencé à l'évoquer, hein, des approches systémiques, des cadres, des méthodes. Tout ça, ça se traduit aussi, et c'est une réalité dans les projets urbains, par des certifications, des labels. Donc, c'est à la fois des outils, des aides, des supports pour cadrer, pour faire en sorte que les ambitions environnementales, elles se réalisent et qu'à la fin, on ait les résultats qu'on attendait ou qu'on a pu projeter en phase amont des projets. Donc, c'est une bonne façon de cadrer ça. C'est aussi un business. Donc voilà, derrière ces certifications, ces labels, alors ils sont pas tous payants, hein, ils font pas tous l'objet du coup certification avec des organismes accompagnateurs, mais voilà quelque part il y a aussi ce paysage-là qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Quand on veut porter une démarche de transition écologique, on peut s'appuyer sur un certain nombre de labels, de certifications, et il faut aussi avoir en tête que c'est parfois des outils, c'est parfois du coup hein, des certifications payantes, avec du coup des acteurs derrière qui portent ces éléments-là pour porter des ambitions, mais aussi pour se rémunérer derrière ces labels ou certifications. Donc selon les projets, il faudra bien choisir les éléments qui, derrière,
ces référentiels, ces démarches, ces labels, ces certifications permettent au projet de traduire en fait les ambitions et de les mettre en œuvre. Derrière ces référentiels, il y en a qui sont spécifiques à la question de la santé, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure. Le référentiel Isadora, que vous voyez à l'écran en bas à droite, c'est un référentiel qui a été produit par l'école en hautes études en santé publique, qui est un référentiel qui est très bien fait d'un point de vue management de projet et qui permet du coup voilà, de situer dans un projet une démarche d'urbanisme, dite d'urbanisme favorable à la santé. Voilà, donc ça fait partie des éléments aussi incontournables, ou en tout cas à réfléchir quand on travaille sur une stratégie de transition écologique. Et le pendant de ça, l'idée, c'est pas de dire c'est systématique, c'est obligatoire de passer par des labels et des certifications. Ce qui est obligatoire, par contre, et qu'on retrouve derrière ces labels et certifications, c'est l'idée d'accoler à une stratégie environnementale une stratégie de management environnemental ou de management de projet. Alors là aussi, on utilise des acronymes, parfois SME, voilà, système de management environnemental. C'est l'idée assez simple qu'une stratégie environnementale, une stratégie de transition écologique qui développerait de manière très cohérente, comme on l'a vu tout à l'heure, et très systémique, des ambitions, des objectifs sur un projet, elle a peu de chances de voir le jour si on n'apporte pas les bons sujets au bon moment, avec les bons acteurs, que les choix et les arbitrages de cette stratégie environnementale, ils soient pas faits au bon moment. Et un projet urbain, un projet de renouvellement urbain aussi, il n'y a pas de spécificité pour les projets de renouvellement urbain, c'est long, c'est complexe. Et donc, il y a plein de moments, et dans voilà, les 10 ans, 15 ans d'un projet de renouvellement urbain, il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de moments où cette stratégie environnementale, elle peut s'étioler. Elle peut, à un moment donné, voilà, ne pas utiliser les leviers qui sont la sienne à une étape clé des projets. Donc voilà, le message qu'il y avait derrière ça, dans cette présentation, c'était de dire que une stratégie environnementale, elle est nécessairement accolée à une stratégie de management environnemental. Et donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils, là aussi, on pourrait y passer du temps, mais aujourd'hui c'est très développé. Il y a pas mal d'outils et de méthodes qui permettent de cadrer comment on va décliner, traduire cette stratégie environnementale aux différentes phases d'un projet. Dans un projet de renouvellement urbain, on a un contexte, un écosystème spécifique, avec peut-être une plus grande complexité encore en termes d'acteurs et d'interaction entre les acteurs du projet. On a des acteurs spécifiques, comme l'Agence nationale de renouvellement urbain. On a souvent des acteurs qui portent de l'innovation à travers peut-être la Caisse des dépôts, par exemple, avec des appels à projets, et on a une complexité aussi en termes d'échelle de projet. Donc, on a des spécificités en termes de processus de projet urbain dans les projets NPNRU, dans les projets de renouvellement urbain. Et donc là aussi, c'est important d'avoir bien en tête ce cadre, du coup, de processus de projet urbain pour faire en sorte que la stratégie environnementale, elle soit bien adaptée aussi à la déclinaison d'un projet de renouvellement urbain. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps peut-être du coup sur les aspects enjeux, méthodes, outils. Ça fait vraiment partie en fait du coup des éléments indispensables, incontournables d'une stratégie environnementale sur un projet urbain. Maintenant, on peut passer peut-être un petit peu de temps aussi à voir ce que ça donne quand c'est mis en œuvre et quand c'est bien mis en œuvre et de prendre peut-être quelques exemples. On n'aura pas le temps d'en développer non plus beaucoup, mais peut-être de prendre quelques exemples. Euh, pour voir pourquoi les projets de renouvellement urbain portent aussi une exemplarité sur un certain nombre de sujets pour l'urbanisme durable de manière générale. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure, 250 000 logements réhabilités ou construits, c'est un volume important avec des financements en partie derrière aussi, euh, qui permettent à un certain nombre de projets de présenter une forte exemplarité. Alors ici, j'ai pris un exemple, il y en aurait beaucoup, beaucoup à prendre dans le NPNRU, dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Ici, on est à Villeurbanne, la résidence Pranard, et donc un projet qui a été porté par Lieu Fauve, et donc du coup qui permet la réhabilitation. Là, vous voyez un peu en
en vignette, en schéma, en haut à gauche, la réhabilitation de deux bars. euh, et du coup, avec la création de 21 logements. Vous voyez, en extension, en pignon et en toiture. Euh, voilà, on pourrait faire la liste de tous les éléments exemplaires ou remarquables qu'il y a dans ce projet, mais on a en quelques mots quand même euh, l'intégration de beaucoup d'éléments biosourcés en réhab. On a l'intégration d'une vraie dimension croisée entre l'aspect énergie, carbone et confort bioclimatique, avec quelque chose voilà, qui change de manière significative le confort pour les habitants. D'une part, sur l'aspect précarité énergétique, on a un coefficient d'énergie primaire, enfin voilà, on a des performances thermiques énergétiques du bâtiment à la fin qui sont très intéressantes, mais aussi avec un mode constructif de réhabilitation qui permet de garantir un vrai confort l'été, par exemple, et au passage avec une réhabilitation qui est plutôt bas carbone, avec voilà, la valorisation de beaucoup d'éléments. Donc là, on est bien dans les éléments qu'on évoquait tout à l'heure, sobriété, et puis aussi, du coup, adaptation au changement climatique. Voilà, ce qui est intéressant sur ce même quartier, j'ai pris un deuxième exemple, c'est que sur une forme urbaine, un gabarit de bâtiments un petit peu différent, on a un petit peu les mêmes réflexes, avec une écriture architecturale qui va être très différente, avec des choix constructifs de réhabilitation qui vont être assez différents aussi. Et donc là, ici, avec une double peau qui va être rajoutée à ce bâtiment, et donc avec un matériau isolant, par exemple, en enduit de terre crue, et puis des isolants biosourcés. Voilà. Et donc, tout ça, ça crée là aussi à la fois des éléments de confort pour les habitants, parce qu'on rajoute des espaces extérieurs, des balcons, des loggias, et des éléments de confort sur l'aspect thermique et bioclimatique, avec, vous le voyez par exemple, des panneaux coulissants, perforés, vous les apercevez peut-être. Donc voilà, ce projet-là, il est en cours, il sera livré, je crois, en 2025. Il a été porté par RVA en maîtrise d'œuvre et il montre que là aussi, avec, alors j'ai pas remis les éléments de coût hein, de travaux et les coûts, mais on est sur des éléments, finalement des coûts de travaux rapportés au logement qui sont assez raisonnables et avec par contre une exemplarité qui est assez remarquable par rapport à ce qu'on peut voir produit parfois dans le neuf, dans la promotion classique. Donc voilà, il y a beaucoup hein, de projets de réhabilitation, de rénovation, en particulier dans les projets NPNRU, qui portent ce type d'ambition et ce type voilà, de traduction très concrète sur l'aspect, on va dire, construction bas carbone, biosourcée, en particulier sur les rénovations et les réhabilitations. Si vous avez quelques éléments schématiques hein, de ce même projet, et puis de l'idée de double pot qui est venue accoler à ce bâtiment et qui apporte, voilà, là de manière justement systémique et croisée, qui répond à pas mal d'enjeux en même temps. Et puis peut-être quelques éléments, on parlait de volume tout à l'heure, bah voilà, le projet, les projets de renouvellement urbain. C'est aussi du volume de projets, de réhabilitation, de rénovation. Et pour diminuer ce qu'on évoquait tout de suite, hein, des coûts de travaux, il y a un certain nombre de démarches. Ici, le but, c'est pas de faire de la pub, hein, d'ailleurs, pour Energy Sprong, mais il y en a d'autres, hein, mais des démarches de standardisation des rénovations avec là ici l'idée de pouvoir préfabriquer et construire cette seconde peau là aussi avec des avantages euh, en termes de coût, mais en termes de chantier aussi après derrière, puisque du coup sur le projet qui est à l'écran ici, voilà, on est sur des temps de chantier et des contraintes pour un site qui reste occupé, qui sont beaucoup moins fortes que sur des projets de réhabilitation standard. Donc ici, vous voyez, hein, vous avez à l'écran en bas à droite je sais pas si on le perçoit bien du coup, hein, mais ces façades qui sont posées en fait, hein, du coup, qui sont livrées en kit et qui sont posées sur le bâtiment avec des contraintes en termes de chantier qui sont beaucoup plus faibles que sur des chantiers standards. Et vous voyez un petit peu en haut à gauche aussi, hein,
des niveaux de consommation énergétique après travaux qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, on a pris quelques exemples hein, sur l'objet un peu standard, imaginé, quartier prioritaire, sur quelques immeubles collectifs de ce type-là. On a aussi hein, des projets NPNRU, je vais pas pouvoir expliquer un petit peu tous les différents contextes, mais qui sont dans des contextes très très différents. Ici, le même type de solution est valable pour des tissus voilà, de renouvellement urbain avec des tissus de faubourg, ici plutôt dans le nord de la France, et avec là aussi des niveaux de performance après travaux qui sont assez remarquables. Voilà, donc l'aspect rénovation, réhabilitation, qui est évidemment un des gros sujets porteurs d'innovation et d'exemplarité à travers les projets NPNRU. C'est valable aussi sur les espaces publics. Là, on a parlé des bâtiments, mais c'est valable aussi sur les espaces publics. Avec bah voilà, quelques exemples. Tous les NPNRU, évidemment, ne sont pas des quartiers sur dalle, mais on en a quand même quelques-uns. Et donc ici, on a un exemple assez intéressant à Saint-Étienne d'une dalle qui a été démolie, à vrai dire, mais plutôt hein, déconstruite et revalorisée, donc avec des bétons concassés qui ont permis de remodeler après derrière le terrain, avec du coup voilà la transformation vraiment profonde de tous les espaces de pied d'immeuble et de toute cette allée centrale qui était une dalle avec un parking sur 2 ou 3 niveaux, je crois. Et là aussi, une démonstration à la fin qu'on est capable de croiser ici, par exemple, les questions de mobilité, les questions de biodiversité, les questions de confort bioclimatique. Voilà, si on reprend l'approche systémique quartier résilient, par exemple, hein, de l'ANRU, là, je pense qu'avec ce type d'intervention, on répond de manière assez forte et de manière assez systémique, assez globale à des questions de résilience. Voilà, vous avez quelques exemples hein, de avant-après, là, à l'image. Je crois qu'il y en a d'autres ici aussi, voilà. Et à l'échelle du piéton, vous avez une photo, par exemple, hein, à droite, là, qui montre que d'un point de vue euh, confort, on répond à beaucoup aussi d'éléments derrière ce type de projet. Je vois que le temps passe. Je vais essayer peut-être de passer rapidement sur les aspects mobilité. Sachez du coup que sur la mobilité, il y a toujours un sujet vélo un peu spécifique dans les projets ANPNRU. La stratégie d'éco-mobilité et la stratégie vélo, elle est parfois vraiment très propre au projet de renouvellement urbain. Sachez en tout cas que pour défendre une vraie politique d'éco-mobilité avec une vraie politique système vélo, il y a des subventions, hein, c'est pas toujours connu, et un programme Alvéole Plus qui permet aux bailleurs notamment hein, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et de financement pour l'aménagement euh, de stationnement, mais aussi de services liés au vélo. Sur l'aspect mobilité, je voulais peut-être voilà, plutôt prendre un exemple qui fait le lien avec l'implication des habitants et peut-être les démarches d'inclusion et les démarches transitoires. Ça permet de traiter un peu tous ces sujets en même temps. Voilà, sur la mobilité, c'est un bon exemple, souvent, des manières d'intégrer les questions d'urbanisme transitoire qui sont un incontournable. Dans les projets qui portent une ambition de transition écologique, parce qu'on ne sait pas bien faire différemment si on programme et on conçoit toujours un petit peu de la même manière en essayant de faire un peu mieux. Si on veut répondre aux enjeux que j'ai évoqués en introduction, certainement qu'il faut faire très différemment. Et pour ça, les projets de renouvellement urbain sont dans un temps suffisamment long pour expérimenter. Donc c'est le sens des démarches de transition d'urbanisme transitoire et les questions de mobilité et les questions d'inclusion peuvent être des supports assez structurant, assez stratégique pour porter ces objectifs-là. Donc là, ici, hein, vous avez un exemple qui a été porté par le collectif Approche, qui fait des formations sur la question de l'urbanisme transitoire au sein de l'école du renouvellement urbain. Je n'avais pas prévu de faire la pub, mais on en a parlé ce midi. Donc j'avais pris cet exemple-là. Et donc voilà, du coup, on a la possibilité, à travers des démarches participatives poussées, du coup, hein, là, on parle vraiment d'urbanisme transitoire, de développer une politique d'écomobilité qui, elle, va se traduire concrètement, en fait, pour les habitants, et qui va répondre de manière croisée à bah, peut-être favoriser des mobilités actives, mais le faire de manière inclusive et participative. En soi, on a plus de chances, du coup, que cette politique d'écomobilité, elle soit réussie si on se donne ce type de moyens. Donc ici, vous avez quelques exemples, hein,
C'est à Aubervilliers, je crois. C'est porté par le collectif Approche. Et puis peut-être dernier sujet, je vois que le temps passe, je vais essayer de tenir le temps et puis il restera un petit peu après derrière, je pense, hein, un créneau pour les questions. Mais dernier sujet, souvent fort et incontournable dans les projets de renouvellement urbain. Voilà, on l'a évoqué, 110 000, je crois, en tout, à peu près, démolition ou déconstruction de bâtiments sur l'ensemble du nouveau programme de renouvellement urbain. C'est un potentiel énorme en termes de volume, de matière, de matériaux. Et donc, on a aussi voilà, des filières, une économie qui se développe autour de ça et du fait de ce volume-là, se structure. Donc ici, vous avez un petit exemple hein, d'éléments en fait assez simples à mettre en œuvre d'un point de vue méthode, qui est porté ici hein, par Rennes Métropole sur un quartier, quartier Maurepas à Rennes, donc qui est porté par Rennes Métropole et par les bailleurs, évidemment sur la rénovation lourde d'un en fait trois bâtiments avec des choses qui se sont standardisées aussi d'un point de vue méthode sur l'aspect réemploi, diag ressources, éléments de potentiel de réutilisation, rédaction de l'appel à projet pour voilà réhabiliter, travail sur les documentations de consultation des entreprises aussi, des entreprises de travaux. Et puis sur ce projet-là, par exemple, des choses qu'on retrouve de manière peut-être pas systématique, mais très régulière sur les projets de réemploi, lier cet aspect-là à une démarche d'insertion. Ici, 10 salariés qui ont pu travailler en atelier d'insertion, 14 habitants du quartier au chômage qui ont été recrutés et formés pendant 6 mois sur ces aspects de réemploi et de recyclage et de réutilisation. Et puis quelques éléments, vous voyez, par rapport aux éléments rénovés, déconstruits, ça représente encore quelque chose d'assez anecdotique peut-être d'un point de vue carbone. Ici, 10 tonnes de matériaux réutilisés, 21 tonnes de CO2 évitées, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour autant, c'est peut-être la première petite utopie réalisable qui permet après derrière de travailler à une plus grande échelle à ces ambitions de recyclage et de réemploi où on est encore très loin du compte par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à l'ensemble des déchets qui sont produits par le BTP. Et puis quelques éléments, voilà, très concrets ici, hein. Euh, donc plutôt, voilà, vous voyez des garde-corps de ce bâtiment qui ont été réutilisés, euh, des marches, des escaliers pour faire des pages japonais, pour faire du mobilier, et quelques éléments ici de menuiserie, par exemple, qui ont été réutilisés pour des aménagements extérieurs et qui ont été liés à une démarche d'agriculture urbaine. Voilà, je vous ai présenté juste quelques exemples. Voilà, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur des innovations ou des aspects d'exemplarité qui sont portés par les projets de renouvellement urbain et, euh, et sur beaucoup d'autres sujets que ceux que j'ai exposés. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Alors, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans l'espace de dialogue. Il y en a déjà une pour toi, en lien direct avec le dernier exemple que tu as présenté. Est-ce que tu as une idée du surcoût du réemploi, nous demande-t-on, à l'échelle d'un projet, en pourcentage d'un projet, ou peut-être d'une opération aussi? Alors, évidemment, comme d'habitude, hein, ça va beaucoup dépendre de l'ambition qu'on se donne autour du réemploi. Les démarches que je présentais à l'instant, c'est des démarches qui restent assez mesurées en termes de volume et ou de potentiel de réemploi, de réutilisation. C'est très différent si on va aller récupérer de manière très fine des éléments comme les garde-corps, comme des menuiseries, comme des éléments sanitaires, par exemple ou si on va avoir des éléments de structure et ou de façade dans le cadre d'une rénovation, qui eux aussi peuvent faire l'objet d'un réemploi, mais qui va être d'une nature un peu différente. On le voyait tout à l'heure avec l'exemple sur les espaces publics à Saint-Étienne, où là, on vient déconstruire un parking. Donc, tous les éléments béton, ils vont être concassés pour être réutilisés après derrière sous forme de granulats ou sous forme de GNT, enfin de sous-couche de voirie par exemple, ou de granulats pour d'autres bétons en construction. Mais on va avoir des choses très différentes en fait. Par contre, ce qui est important, donc je réponds pas tout à fait à la question, hein, je suis désolé, mais ça peut être, ça peut vraiment beaucoup varier selon l'ambition qu'on se donne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas toujours un surcoût.
Et en fait, la matière qu'on récupère, il va y avoir différentes stratégies hein, qu'il faut bien distinguer entre le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Mais derrière ça, les éléments qui sont réemployés, réutilisés ou recyclés, ils ont une valeur. Oui, il faut le voir aussi Et en potentiel sauvegardé et pas seulement en... voilà, c'est ça. Donc, selon le contexte du projet, parfois, c'est à peu près équilibré Mhm. d'aller récupérer, d'avoir une démarche vertueuse de réemploi, de recyclage et de réutilisation. Parfois, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut représenter un surcoût. Et là encore, ben, voilà, parfois, il faut le voir un petit peu de manière un peu globale, de savoir à qui ça bénéficie, dans quel contexte. Et donc, voilà, parfois, du coup, c'est aussi au bénéfice de création d'emplois, d'insertion, de développement économique, de structuration de filières à une Mm. échelle locale. Donc, il y a aussi des externalités positives. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, bah, d'un point de vue carbone, par exemple, sur l'exemple que je citais, finalement, ça représente pas grand-chose, la démarche de réemploi à mort pas, là, mais euh, c'est quelque chose qui a d'autres externalités positives et qui font que c'est peut-être la première pierre, la graine, le germe de quelque chose qui après derrière, Évolution d'une euh, filière, des voilà. pratiques, Et etc. si on fait pas ça, on sait pas faire en fait, développer une filière, etc. Très bien. Alors, tes exemples étaient effectivement très parlants et des réactions sur l'exemple de Saint-Étienne, le avant-après est extrêmement parlant, où tu as fait aussi mention des dimensions de confort qui avaient été apportées aux piétons. Il y a une question sur les automobilistes. Qu'a-t-on fait du stationnement dans l'exemple de Saint-Étienne? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une concurrence finalement aussi entre certains usages et ces ambitions de transition Alors, je vais écologique? être un peu embêté parce que j'aime beaucoup ce projet-là, mais j'y ai pas participé. Alors, je je vais pas pouvoir répondre très concrètement à la question. Donc, du coup, je sais pas s'il y a quelqu'un parmi les participants qui connaît bien ce projet, peut-être qu'il peut répondre aussi par message. Mais c'est vrai que du coup, à travers l'exemple, je voulais vraiment insister sur ce qu'on donne du coup à la fin pour les habitants, notamment pour les piétons. Et c'est vrai que là, la voiture, du coup, c'était 280 garages, je crois, du coup, souterrains Hum, hum. qui ont totalement disparu. Donc, il y a une offre de stationnement qui a dû être créée ailleurs, Recréer ailleurs. peut-être sous forme de silo, hein, du coup, peut-être en structure, mais pas sous forme de dalle. Voilà. Euh, Très bien. Alors, on a une question sur une autre dimension intéressante que tu as évoquée, euh, qui est celle des acteurs de ce changement et les acteurs, y compris les habitants des quartiers. Mm. Quelqu'un réagit en nous disant tout est pertinent et attractif, mais quel est le coût, entre guillemets, temps passé, nombre d'habitants mobilisés, temps de travail cumulé pour une vraie appropriation par les habitants des objectifs et des solutions? Quel retour dans le temps sur la réalité du respect des solutions par les occupants? Alors, il y a plusieurs questions. Ouais. Il y a quelle appropriation et quelle ingénierie est nécessaire? Enfin, voilà, quel est le coût global pour y aller avec les habitants du quartier? Et la deuxième question, pour moi, a plus trait à un aspect que je voulais aussi évoquer avec toi, qui est celui de l'après-projet, de la gestion du projet. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à anticiper ou même possible à mettre en place si on n'a pas anticipé une conception éco-vertueuse? Donc, un peu deux sujets. Oui, oui. Quid des personnes en place et puis de l'après-projet. Alors, on a l'habitude de dire quand même hein, que les démarches participatives poussées, et notamment les démarches d'urbanisme transitoire, elles coûtent pas très cher dans une économie de projet d'aménagement. C'est-à-dire, parmi tous les coûts qu'on peut avoir dans un bilan d'aménagement, porter une démarche d'urbanisme transitoire ou d'urbanisme tactique, on emploie ce terme parfois, euh, ça coûte pas très cher. Pourquoi? Parce que on expérimente à petite échelle. Et donc, par rapport à l'ensemble des coûts qu'on va avoir sur un projet urbain, ça représente pas grand-chose. Et là aussi, encore une fois, il y a l'idée de pouvoir avoir, si on veut réaliser la grande utopie qui nous paraît un petit peu, voilà, tellement énorme qu'on a du mal à même se la figurer, du coup, par rapport aux enjeux qu'on a évoqués, Mhm. on a besoin de commencer par quelque chose, une petite utopie, mais qui, elle, est réalisable. Et de vérifier, d'expérimenter si elle fonctionne, si on peut la déployer à une échelle plus large. Donc ça coûte pas très cher. Et dans un projet de renouvellement urbain, ça coûte d'autant moins cher que les habitants sont là.
tu disais du coup comment on anticipe la fin du projet, mais en fait, voilà, dans un projet, dans une stratégie environnementale, il n'y a pas de début et de fin en fait, hein. Du coup, on Mhm. commence, mais on commence avec des habitants qui sont déjà là et avec du coup la possibilité, sur une démarche d'urbanisme tactique ou transitoire, de profiter de ça en fait. Du coup, on a des habitants et en plus on a des structures très souvent associatives très dynamiques. On a des conseils citoyens associés au projet de renouvellement urbain. Donc on a en fait tout un écosystème local sur le quartier qui permet voilà, de porter fortement et sans trop de contraintes économiques ou très pratiques, porter fortement des démarches participatives. Et ensuite, ces démarches-là, elles sont en fait nécessaires et certainement incontournables pour préfigurer une appropriation demain de services, d'équipements, d'espaces qu'on voudrait différents. Voilà, si on fait ces démarches-là d'urbanisme tactique ou de participation, de collaboration ou de coopération avec les habitants, avec les acteurs du quartier, c'est pour imaginer quelque chose de différent, quoi. Et ce quelque chose de différent, il implique très souvent quand même une appropriation, une gestion différente demain pour un peu que ce soit ambitieux. Et on veut quand même à la fin un peu transformer les modes de vie de ces habitants. Et si on revient à la question de résilience, que ce soit adapté aux enjeux. Donc, pour tout ça, en fait, quelque part, on peut considérer que, il n'y a aucun risque, ou très peu, pour n'importe quel projet de renouvellement urbain, de se lancer dans des démarches expérimentales qui marcheront pas, mais si elles marchent pas, on n'aura peut-être pas dépensé beaucoup, et si elles sont la graine de quelque chose qui fait effet boule de neige demain, ben voilà, on aura réussi quelque chose, mais on peut pas le faire sans essayer ça, quoi. On aura peu de chances d'avoir la boule de neige à la fin si on n'a pas expérimenté comme ça. Voilà, je sais plus s'il y avait plusieurs questions en une. Là, je sais pas si j'ai Non, il répondu y à toutes, mais avait cette question de comment on y va avec tout le monde et puis les retours. Alors peut-être que euh, sur cette dimension, est-ce que tu as des retours dans le temps sur la réalité, la formulation de la question, sur la réalité du respect des solutions par les habitants? Enfin, est-ce que peut-être par rapport à cette image des premiers bâtiments vertueux ouais. en termes d'économie d'énergie, où on s'est rendu compte que alors, enfin, fait avéré ou pas, mais on a beaucoup entendu que finalement, faute d'accompagnement, les locataires n'avaient pas atteint les niveaux de performance de confort thermique, etc. Est-ce qu'on est un peu passé au-delà de cette période-là aussi? Ou est-ce que c'est quoi l'accompagnement nécessaire peut-être euh, pour que les résultats espérés soient au rendez-vous? Ah, on a 1 heure de plus, du coup, pour 4 minutes. en 4 minutes. Non, tu as des retours concrets, peut-être, c'est peut-être plus ça le. Non, mais enfin, il y a plusieurs réponses à ça. D'une part, à ce qu'on évoquait, un projet urbain, dans un processus de projet urbain, il y a des étapes et à la fin, on livre. Ça, c'est un peu dommage parce que dans une stratégie environnementale cohérente, On Euh, s'arrête pas là. on s'arrête pas là. Donc, dans une stratégie environnementale, les frontières, les limites, espace public, espace privé, c'est un problème parce que sur la gestion de l'eau, l'énergie, ces limites-là, normalement, elles n'existent pas dans une cohérence globale. Dans une cohérence globale, il n'y a pas un début, ça y est, on commence la stratégie environnementale et ça y est, elle s'arrête, c'est fini et voilà, les habitants, on a tout fait Mm. comme Mm. on devait faire et maintenant c'est votre job, débrouillez-vous quoi. Donc voilà, d'une certaine manière, c'est ce que défend le CEREMA. J'évoquais tout à l'heure hein, la Mm. boussole du Mm. CEREMA, avec un certain nombre de principes associés à une stratégie environnementale. Et donc la dimension apprenante, intégrée, robuste, flexible, autonome, diversifiée, inclusif, répondant, tous ces éléments-là, c'est censé participer à l'idée d'une appropriation par les habitants. Et cette appropriation, elle est jamais acquise, elle est jamais terminée. Mais voilà, donc il y a aussi l'idée de porter une stratégie de transition écologique qui porte en elle ces principes-là. Et si elle le fait, du coup, en théorie, il y a des acteurs qui prennent le relais après derrière, hein. Voilà. Et donc parmi les acteurs incontournables dans les projets de renouvellement urbain, on a quand même des acteurs qui restent exploitants, qui restent gestionnaires, beaucoup Mm. plus que sur un projet urbain classique. Ouais, Donc voilà, on a des les bailleurs bailleurs sociaux qui sociaux. sont là au début, qui sont là à la fin, qui sont là après. Mm. Et donc évidemment, c'est très différent d'un projet de promotion classique où sur un projet urbain, ben, on va avoir
des bailleurs privés qui vont s'impliquer et puis qui, à un moment donné, vont vendre à des acquéreurs et puis ensuite, ben voilà, qui seront plus présents. Il y aura plus d'aménageurs, il y aura plus de bailleurs sur un projet de renouvellement urbain. Il y a déjà des services techniques des collectivités, il y a déjà des bailleurs. Il y a déjà des associations, il y a déjà des conseils citoyens, et à la livraison, et après la livraison, des aménagements, des bâtiments, ils sont encore là. Et ben, et d'où l'importance aussi de les associer en amont au choix, au pourquoi des choix qui sont faits Oui, tout à en fait. termes de Ouais. transition par rapport à la personne qui précise un peu sa question en disant comme sur ce sujet-là comme sur d'autres, euh, la, la majorité des habitants, enfin quelques-uns participent et puis d'autres non et ensuite peuvent aller même jusqu'à dégrader des aménagements qui ont été faits. Mais finalement, sur ce sujet comme sur d'autres, ça dépend de l'implication Oui, oui, ça ne veut des pas dire parties que ça met à prenantes. plat une stratégie globale, cohérente de transition écologique, mais oui, il faut accepter, oui, que de toute façon, tout ce qu'on a imaginé au départ se réalise pas à l'arrivée et ne perdure pas dans les... Donc, pour être robuste, flexible, apprenant, ça continue. Et alors, ce que tu dis là sur le fait que la transition écologique s'accorde mal du début et de la fin d'un projet urbain tel qu'on le conçoit, euh, ça me rassure peut-être par rapport à une question que je voulais te poser, qui était de dire, en fait, quand tu décris la nécessité d'une approche systémique, d'un changement de pratique, d'un changement de management, quid des acteurs de la plupart des projets qui sont dans le projet, quoi, c'est-à-dire qui sont peut-être partis sans cette dimension-là. Tu as fait référence au fait que la démarche quartier résilient était arrivée peut-être un peu tardivement aussi. Euh, Finalement, ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas de fin, je me dis, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour engager quelque chose, peut-être à l'échelle d'objets particuliers ou... Oui, oui, bien sûr, ouais. À toutes les échelles et à tout moment du projet, il reste des leviers de transition écologique, c'est sûr. Euh, Par contre, en effet, plus tôt cette question-là, elle sert de fil conducteur à des choix structurants, elle est de manière un peu transversale, centrale, toujours présente. Voilà, plus à la fin quand même, on a des chances de répondre aux enjeux que j'évoquais au tout début en introduction. Sinon, c'est sûr que les leviers sont à une échelle peut-être plus réduite sur des sujets plus limités. Voilà. Mais il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Merci Paul-Antoine, on va finir là-dessus. Merci à toutes et tous qui avaient été attentifs et avaient suivi et participé à cet échange. On espère voilà, vous proposer très prochainement une nouvelle programmation de conférences et bien sûr de nouvelles formations sur ce sujet en 2025. Merci de votre attention. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Très encourageant. Alors, si je suis...